Bon, on va avancer un peu. Emmanuel Macron qui justement va accueillir à Brégançon aujourd'hui le Mmh. chancelier allemand Friedrich Merz avant la tenue d'un conseil des ministres franco-allemands. C'est une tradition qui se tient régulièrement pour essayer de relancer un peu le couple franco-allemand. Il faut dire que la relation avec Olaf Scholz précédemment n'était pas des plus chaleureuses et il y a Compliqué. quelques dossiers de construction ou de reconstruction européenne, quelques dossiers économiques très importants. L'Allemagne, elle va pas bien aujourd'hui, Alexandra Roulet. Ça fait 2 ans qu'elle est en récession. On en est où? Bah, l'Allemagne a été très, très, frappée de plein fouet par sa dépendance au gaz russe et puis, par sa dépendance aux exportations chinoises. Donc c'est sûr que ces 2 moteurs, s'étant mis à l'arrêt, l'Allemagne, ne va pas bien. Et nous, en France, on a été plus résilients de ce point de vue-là par rapport aux crises, hein. Donc ça, c'était quand même une force française. Après, le moteur franco-allemand, il est évidemment capital. Enfin, on voit bien qu'une grosse partie des réformes auxquelles on peut penser, elles se font au niveau européen. Oui. C'est vrai que souvent, on a constaté que, bah, les intérêts nationaux primaient, quoi. Dans la crise énergétique, c'était très, très net. Sur tous les sujets comme le nucléaire, où on a des divergences avec les Ils ont Allemands, beaucoup lutté contre nous, les Allemands, hein, sur le c'est nucléaire. difficile, quoi. Donc, Et ça c'est bien change. d'avoir des conseils franco-allemands. C'est Oui. évidemment qu'il faut se parler. Toutes les initiatives de cet ordre sont bonnes à prendre. Mais c'est vrai que voilà, les intérêts nationaux priment souvent, Est-ce que c'est malheureusement. utile comme exercice, vous qui l'avez vécu de l'intérieur? Je rappelle que vous avez été conseillère économique d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce qu'il en ressort des décisions concrètes de ces conseils des ministres franco-allemands? Alors, de toute façon, je pense que c'est utile à tous les niveaux, même par exemple maintenant que je suis redevenue académique, au Conseil d'analyse économique, on fait des Oui. notes jointes avec le Conseil d'analyse économique allemand. C'est important pour au moins, par exemple, émettre des consensus sur des diagnostics. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a des positions très différentes sur les plans énergétiques, sur le plan des finances publiques, c'est évident. Là, ce qui est très bien, par exemple, c'est que l'Allemagne s'est mise à dépenser. C'est bien, y compris pour nous. Et à Enfin, lever son frein à voilà, l'endettement. C'est quand même je un veux dire, game c'est une changer révolution, c'est une révolution, majeur voilà. pour l'économie Et dont européenne. on ne peut que se réjouir, voilà. Et donc pendant longtemps, enfin, on a le problème inversé, quoi. Donc voilà. Si ça, c'est par exemple une très bonne nouvelle. Je dis pas du tout que c'est lié au dialogue avec la France, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses évoluent. Et donc, il faut toujours continuer de se parler, d'avancer, pas que avec l'Allemagne d'ailleurs. Bien évidemment, il y a les pays comme l'Italie, etc. Mais même le Royaume-Uni, qui est pas, qui est sorti de l'Union européenne, mais quand même, c'est des pays, par exemple, sur toutes les questions commerciales et tout ça, ou de défense, avec lesquels qu'il faut inclure dans ces discussions aussi. Bon, il y a des sujets importants de tension entre Paris et Berlin autour du SCAF, L'avion. notamment l'avion de défense européen, le projet, puisqu'on attend toujours le prototype avec Dassault qui voudrait prendre le leadership d'un côté, Airbus Défense en Allemagne de l'autre. C'est un peu toujours la même histoire, hein. C'est où placer C'est ce que vient de le dire pouvoir. Alexandra. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a certains dossiers, en tout cas dans l'état actuel de ce qu'est l'Europe, la souveraineté reprend le pas. Donc on se tient. Juste pour rappel, hein, parce que c'est au début des années 80, au milieu des années 80, on a vécu à peu près la même scène, et ça a débouché sur d'un côté ce qui a été l'Eurofighter, c'est-à-dire Oui. l'avion de combat européen, puis de l'autre côté le Rafale, hein. Donc il y a eu à nous déjà ce schisme. On y va doucement pour le moment parce que là, Les décisions doivent être prises avant la fin de l'année, normalement. ouais, Promis, 2025. fin de l'année, sachant que Dassault a déjà présenté ce qu'on appelle le F5 sur son Rafale. Vous savez, c'est un Rafale qui va être à son compagnon, ça va être un drone qui va le suivre. Bon, en termes de maturité, de souveraineté sur l'armement, qui est une question beaucoup plus aiguë qu'au milieu des années 80, il y a Oui. l'Ukraine, il y a la Russie, il y a les États-Unis. On n'est pas encore dans le grand alignement, mais après, c'est peut-être pas le dossier le plus grand marqueur qu'on puisse avoir aujourd'hui. Évidemment, c'est un symbole fort parce qu'on est dans un contexte géopolitique très très particulier, mais que la France ait envie de conserver, j'allais dire, cet atout, le Rafale, on l'a vu avec la Grèce, on le voit en ce moment avec l'Inde. C'est au-delà de l'industrie, au-delà de l'emploi, au-delà de la maîtrise de certaines technologies. Et là, la Suisse est en train de l'apprendre avec des avions américains qui sont des boîtes noires où ils comprennent même pas ce qu'il y a dedans. C'est aussi un outil diplomatique. C'est un outil diplomatique. Et de souveraineté, oui. Et, Ah oui. et la France a envie de garder un peu ce joker dans la manche. Dassault parle de leadership et tout ça. Bon, c'est un grand jeu politique. Moi, je reviens sur ce qu'il dit Alexandra, parce que c'est vrai que l'Allemagne, on a vécu un petit peu là dans le débat depuis une demi-heure tout ce qui va pas en France. Il y a plein de choses qui vont pas, mais l'Allemagne, c'est un peu le miroir aussi. C'est la grande. Quand on se compare, on se console. Ouais, non, mais c'est la grande stagnation. C'est-à-dire que pendant Ouais. des décennies, on est dans un complexe d'infériorité par rapport à l'Allemagne. Je dis pas que maintenant, il faut être tombé dans le complexe de supériorité. C'est absolument pas la Ça allait un question. peu vite en besogne, Oui, ça vu serait la situation très, très actuelle. vite. Mais pour autant, on voit que l'Allemagne rencontre Oui. ses
propres questions, il y a le choc énergétique, il y a... Le modèle allemand a été complètement à voler en éclats. Et il y a un autre choc qu'il ne faut pas mésestimer, parce qu'il peut nous pendre au nez aussi, à force de l'oublier, c'est le choc démographique. Oui. Ne l'oublions pas. Il manque de compétences pour leur Ne industrie. l'oublions pas, parce qu'il va nous pendre au nez aussi, à force de ne pas prendre le point, parce que la natalité est en train aussi de marquer le pas en France, doucement mais sûrement. Et à un moment ou à un autre, il y a une facture à payer aussi de ce plan-là. Maintenant, on sent quand même qu'il y a plutôt une petite volonté de réchauffement, ce sont des grands dossiers, je pense à l'Ukraine et tout ça. Le ciel n'est pas encore parfaitement bleu, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, de votre expression. Il arrive sur Roland Garros, en tout cas. Mais on sent qu'il y a une volonté, en tout cas, on le voit dans les déplacements, je pense à la Moldavie cette semaine, je pense à il y a une volonté quand même de montrer que le... on voit entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz qu'il n'y avait pas avec le président chancelier. C'est déjà beaucoup. Qui permet peut-être un alignement un peu plus simple des politiques économiques. Est-ce que ça compte pour une entreprise internationale comme Vicat, que le couple franco-allemand fonctionne bien ? Oui, ça compte. On a besoin du couple franco-allemand pour accélérer les réformes de l'Europe. Oui. Je pense à tout ce qui est CSRD. En effet, si on ne s'entend pas, ils se plaignent énormément, mais il faut aller plus vite ensemble. Pour en revenir à Dassault, je pense que dans un avion, il n'y a qu'un pilote. Il peut y avoir plusieurs passagers, on peut discuter tous ensemble, mais il faut un pilote. Et on a la chance d'avoir à la REF Éric Trappier en ce moment. Et je pense qu'en effet, Dassault est bien désigné pour être le pilote de cette souveraineté et que c'est important que ce choix se fasse rapidement pour avancer rapidement. Le couple franco-allemand, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a enfin une vraie amitié qui se crée. Il faut maintenant la travailler et pareil, ça va être dans le temps parce que ça prend du temps de faire les choses. Mais l'Allemagne est en train de changer, mais n'a pas encore d'énergie nucléaire. J'espère qu'elle en aura un jour. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Parce qu'aujourd'hui, elle achète notre énergie nucléaire. On est quand même un peu les dindons de la force là-dedans, puisqu'on leur vend à un prix défiant toute concurrence notre énergie. On en supporte les coûts. J'ai confiance dans ce qui se passe aujourd'hui et j'espère que ça va aboutir à plus de relations ensemble et qu'on va travailler plus la main dans la main avec le couple franco-allemand. Après, je rappelle que cette expression de couple franco-allemand n'existe qu'en français. Oui. L'équivalent n'existe pas en Allemagne, effectivement. On est plus romantique. Il y a un sujet aussi sur les traités bilatéraux, peut-être Alexandra Roulet. L'Allemagne pousse beaucoup pour le Mercosur. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. À un moment, on entre en pleine guerre commerciale au niveau mondial, dans tous les niveaux. C'est peut-être la France parfois qui bloque aussi au développement ailleurs. C'est sûr que là, compte tenu de la position des États-Unis, on a quand même tout intérêt à développer des accords de libre-échange avec d'autres parties du monde. Donc on a nos intérêts français spécifiques dans l'agriculture, etc. Mais malgré tout, il faut, je pense, développer au maximum les accords avec d'autres parties du monde. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous que la France ne doit pas bloquer au-delà de ce qui... ne doit pas être trop force de blocage non plus. Pour l'économiste que vous êtes, est-ce que le multilatéralisme est mort ? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans un monde d'accords bilatéraux, mais le monde tel qu'on l'a connu dans les années 90 et 2000, pour lequel a été fait l'Europe un peu, un monde un peu plus doux est mort. Et je dirais qu'il est mort même avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Si vous repensez à l'Inflation Reduction Act... Oui. Joe Biden, et peut-être même des Barack Obama. Voilà. En fait, aux États-Unis, il y a un consensus bipartisan pour protéger leurs intérêts au détriment des autres puissances. Il y a principalement la Chine, parce qu'en fait, l'Europe, elle est tenue quand même relativement pour peu de choses. Alors, il y a certains Américains qui sont plus europhiles, mais bon, grosso modo, quand même, il n'y a pas un respect de l'Europe très, très fort. Et donc, à partir de là, le multilatéralisme est mort. C'est-à-dire que depuis que les États-Unis ne respectent plus les règles de l'OMC, et ça prédate Trump. Alors évidemment, Trump, tout devient... C'est un accélérateur. Ça se voit un peu plus ça s'entend, que sous les etc. présidents démocrates. Mais ce que je pense qu'il est intéressant de comprendre, c'est que ça prédate. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que ça veut dire que ça peut lui succéder aussi. C'est-à-dire que si Trump, si son mandat s'arrête, comme on peut l'espérer à la fin de son terme, que un autre président est élu, il n'est pas totalement évident qu'il y ait un retour en arrière. Enfin, il peut y avoir des changements, mais une inflexion... Oui, parce que Joe Biden a mené exactement la même politique protectionniste. Alors, ça prenait... Il mettait les formes. On n'a pas été prévenu de l'Inflation Reduction Act. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi un rapport de force comme ça qui tenait l'Europe pour quantité négligeable. Ça nous affectait négativement. Ça n'a pas été négocié avec nous en amont. Oui. C'était un acte un peu agressif, il faut quand même se le dire. Ça veut dire ça, Ludovic de Sauté, qu'il faut peut-être lever nos barrières, nous, à l'intérieur du marché européen. Je rappelle que
les échanges intra-européens entre États membres de l'Union européenne sont moitié moindres que les échanges entre États des États-Unis. Bah, on rentre dans un nouveau monde, alors qui était graduel. C'est-à-dire que Trump, probablement, c'est l'exercice politique qui nous marque, parce que maintenant c'est mis en place, c'est devenu même la règle du jeu. C'est-à-dire que c'est ça qui est spectaculaire. Avant, c'était en catimini. On a vu les prémices. Vous parlez d'Inflection Act, je pense aux sous-marins australiens. On parlait tout à l'heure des avions. Les sous-marins australiens, c'est un traumatisme dans ce pays. C'est-à-dire que il y a un moment, les États-Unis ne sont plus le pays ami qu'on croyait. On rappelle une méga commande que les Français devaient assurer auprès de l'Australie en dizaines de milliards de dollars, qui finalement a été arrêtée brutalement après un coup de fil de Washington qui dit vous nous achetez nos sous-marins à nous. Donc, qui finalement ne seront pas livrés d'ailleurs, je crois. Oui, mais finalement. Donc, mais là, on voit que c'est probablement toutes les règles du jeu. Il y a un nouveau Monopoly qui est en train de se mettre en place. Et la vraie question, et qui est très judicieuse que vous posez, Raphaël, c'est-à-dire que l'Europe, là-dedans, a probablement un logiciel de retard. C'est-à-dire, on est un petit peu en retard. On est un petit peu encore très orienté consommateur, libre-échange, la construction de ce qu'on appelle le marché unique et autres. Là où il faudrait commencer à sortir un peu les crocs. Le bilan, on l'aura qu'avec le recul. Qui a raison dans l'attitude avec Trump aujourd'hui? Est-ce que c'est la Chine qui est capable de répondre à un bras de fer? Est-ce que c'est l'Europe qui a essayé à chaque fois plutôt d'amadouer, de calmer? On ne sait pas, parce que le bilan avec Donald Trump, il est très compliqué à tirer, parce que c'est pas dit que les droits de douane ne reviennent pas une question dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y a eu quelques déclarations en début de semaine comme quoi ça l'énervait les pays ou les zones commerciales qui mettaient en place des règles autour du numérique et que là-dessus, ils seraient capables de prendre à nouveau des mesures. Donc, en tout cas, il y a peut-être une déception, c'est que l'Europe n'a pas réussi à sortir les crocs dans cette séquence. On reste herbivore dans un monde de carnivores. Non, mais il y a un peu de ça. Alors, du coup, intellectuellement, c'est peut-être satisfaisant parce que ça se dit, tiens, enfin une zone dans le monde qui reste dans la raison, dans le monde d'avant et tout ça. Mais en même temps, c'est aussi ce qui nous représente. Et il ne faut pas que, j'allais dire, au niveau par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, on ait cette perception quand même que l'Europe n'a pas la capacité à muscler le jeu, parce qu'à un moment ou à un autre, tout le monde va se dire l'Europe est un peu faible dans sa capacité des grandes négociations. Le doux commerce a vécu. Ça veut dire qu'il faut davantage de protectionnisme. C'était plutôt un gros mot chez les chefs d'entreprise fut une époque. Oui, tout à fait. Pour continuer, moi j'étais assez contente de l'Inflation Reduction Act pour mon entreprise, puisque j'avais obtenu 500 millions pour décarboner 100% d'une de mes usines de ciment, ce qui est un truc de dingue. 500 millions donnés par l'État américain, par Biden, pour décarboner mon usine. Donc on a commencé à embaucher du monde, on a commencé à faire cette réduction de CO2. Et puis, avec l'arrivée de Trump, au bout de 2 factures remboursées, il nous a dit, allez, on arrête ce programme. Donc l'instabilité n'est pas qu'en France, finalement, y compris l'instabilité fiscale. Aux États-Unis aussi, en France, ça arrive. Je rêverais de décarboner 100% d'une de mes usines. C'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a des mesures dans France 2030, notamment, de décarbonation. Oui, il y a des mesures de saupoudrage. Mais pour décarboner une usine, c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions. C'est en gros 800 millions d'euros. Donc, il nous donnait 500 millions. Moi, je mettais aussi 500 millions de ma part. Je mettais 1 milliard pour arriver à décarboner une usine. En France 2030, on n'a pas eu cet argent. Donc, l'Europe ne nous donne pas les moyens de décarboner. Si on veut décarboner vraiment une usine aujourd'hui, c'est le prix d'une usine. Et on n'a pas assez d'argent pour le faire. Et en tous les cas, on ne peut pas le faire de façon individuelle. Il faut être aidé par l'État, qui après s'y retrouvera, parce que dans les taxes qu'on va payer, évidemment, ils s'y retrouveront. Et on aura au moins un produit complètement à 100% décarboné. Ce que vous nous dites là, c'est que la trajectoire de décarbonisation de la France, ça va être compliqué s'il n'y a pas davantage d'aide. En fait, ce qui a tout changé la donne, c'est la guerre avec l'Ukraine, où tout est reparti très différemment. Les alliances sont très différentes. On n'achète plus les mêmes produits aux mêmes endroits, on traverse plus le continent de la même façon, et la projection qu'on avait prévue n'est plus du tout la même. Elle a été complètement stoppée. Aujourd'hui, on ne tiendra pas les objectifs de décarbonation en France. C'est évident, c'est impossible. Bon. Il faut penser aussi à la grande révolution d'après, la révolution énergétique et la crise environnementale. Ça s'annonce peut-être un peu compliqué, effectivement. Allez, un dernier sujet, il nous reste. Et quand vous disiez, quand on se compare, on se console, sur la décarbonation, l'Europe est quand même bien meilleure. Et que, on est leader, on est les premiers de classe. Donc, et en France, et en France notamment grâce au nucléaire. Les objectifs, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on les tient mieux quand même que d'autres. Quand on se compare, est les premiers de la classe.
C'est clair. Pour le Mercosur, quand on avait reçu Lula, le président du Brésil, on avait bien relancé le sujet. Il faut y arriver au Mercosur aujourd'hui. On ne peut plus être en dehors de ça. Il faut le moderniser parce que le Mercosur d'il y a 20 ans n'est plus celui d'aujourd'hui, mais il faut y arriver.